La Japanimation est un milieu que je trouve particulièrement fascinant, à tel point que je passe des dizaines d'heures à regarder des animés par semaine et à en parler sur YouTube ainsi que sur Twitch, mais malgré plusieurs années à baigner dans ce milieu, il y a plein de choses sur les animés, et particulièrement sur l'industrie, qui me sont encore bien méconnues. Je me suis déjà posé pas mal de questions, vous avez été également nombreux à m'en poser, certaines étaient particulièrement intéressantes, et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'un petit peu investiguer, et je me suis dit que ce serait pas une mauvaise chose de vous montrer le fruit de mes recherches. Bah c'est bon, on fait comme on peut. Si vous avez encore des questions après cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous conseille quand même de vous dépêcher, étant donné qu'il y a carrément un épisode 2 qui est en cours de réflexion, voire même peut-être à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, carrément en cours de production. Bref, trêve de blabla, c'est l'instant de répondre aux questions que je pense beaucoup d'entre vous se sont déjà posées. Commençons avec un petit peu d'histoire. Depuis combien de temps les animés existent-ils? Bah oui, ça fait depuis combien de temps que les animés ils existent? Eh bien ça fait un petit peu plus d'un siècle, 104 ans précisément, étant donné que les premiers animés que l'on a pu dater datent justement de 1917. Du coup, suite à ça, on peut se poser une autre question. Quel est le premier animé? Le premier animé est sorti de la manche d'un certain Junichi Kushi et le titre de celui-ci n'est autre que Hanawa Ekonai Meito no Maki, ou en français, le sabre flambant neuf d'Hanawa Ekonai. J'en ai fait en 2019 une petite vidéo réaction à ce premier animé sur ma chaîne YouTube avec quelques infos supplémentaires d'un point de vue historique. La vidéo sera dans la description. Pourquoi les animés durent 24 minutes? En soi, c'est un petit peu par commodité, puisqu'il y a toujours eu l'habitude que les délais accordés par la télé japonaise soient par bloc de 30 minutes. Donc si on retire les publicités, on arrive à du 24 minutes plus ou moins, en comptant l'opening, l'ending, le récap, et la plupart des animés sont diffusés à la télé, donc doivent se plier à ces créneaux. Il arrive que des animés durent plus longtemps que 24 minutes. À titre d'exemple, on a le premier épisode de Fate Zero, ainsi que le dernier épisode de la saison 1 de Kekai Sensen, qui durent respectivement 40-45 minutes. C'est parce qu'ils s'étendent sur 2 blocs au lieu d'un, et les 10-15 dernières minutes restantes, une fois de plus, c'est pour la publicité. Et il arrive qu'on ait des animés relativement courts de 6 minutes, 12 minutes comme Tonari no Seki-kun ou Oshiete Galko-chan qui, dans ces cas-ci, sont compilés avec plusieurs épisodes pour arriver à un bloc de plus ou moins 30 minutes également. Ensuite, on a le format d'épisode de 20 minutes parce que ça permet aux animateurs de tenir le rythme étant donné qu'en général un animé est diffusé alors qu'il n'est pas totalement terminé. Quand la diffusion débute, en général, ils en sont à un petit peu plus de la moitié de la production et si du coup ils devaient claquer des gros 40 minutes par épisode, ce serait juste pas possible pour les animateurs. Et en plus, avoir 20 minutes par semaine, ça réduit les risques que le spectateur se lasse en cours d'épisode, parce que ceux-ci sont trop longs. Parce que ouais, c'est vrai que pour le coup, 20 minutes, ça passe relativement vite, surtout quand tu regardes un animé bien qualitatif. Par contre, pourquoi les épisodes de Re:Zero font actuellement 28 minutes alors que ce sont bien des séries TV et non pas des OAV, ça je sais vraiment pas pourquoi. Oh merde, c'est quoi un OAV? Alors c'est vrai qu'on entend souvent dans le monde de l'animation japonaise le terme OAV, mais que signifie-t-il vraiment? OAV, c'est l'abréviation de Original Animation Video. La différence avec les animés dits normaux entre guillemets, ou plutôt les séries TV, c'est que les OAV justement ne sont pas diffusés à la télévision. À la base, les OAV étaient des cassettes VHS, et ils sont d'ailleurs apparus en 1983 avec l'animé Dallos de Mamoru Oshii, qui ne pouvait être diffusé en salle ou à la télé, et qui du coup a été finalement réduit à 4 épisodes pour être mis justement sur VHS et distribué donc en vidéo. Alors là, les studios, ils ont carrément flairé le potentiel, étant donné que l'OAV, il permet quelque chose d'assez fou, et bien c'est tout simplement d'être beaucoup plus ambitieux, étant donné qu'on n'est pas du tout restreint par ce qui est diffusable ou non à la télé, que ce soit en termes de format d'épisode ou que ce soit en termes de contenu. C'est pour ça que pas mal d'OAV ont des thèmes assez durs, ne sont pas soumis à la censure, peuvent durer jusqu'à 30-50 minutes par épisode, et donc ne doivent pas se conformer au format 24 minutes pour la téloche. Attention que les OAV ne sont pas à confondre avec les épisodes fillers qui, quant à eux, ne suivent pas du tout la trame du manga qu'ils adaptent, et en général ils sont quand même bien chiants, mais les fillers, pourquoi ça existe? Parfois les studios décident de faire des fillers pour ne pas que l'animé rattrape le manga. Et étant donné qu'ils doivent remplir le créneau à la télévision de plus ou moins 30 minutes qu'ils payent, eh bien il faut sortir absolument quelque chose, semaine après semaine, et c'est là que les épisodes fillers entrent en jeu. L'avantage de ces épisodes fillers, c'est qu'en général, ils permettent de faire un petit peu souffler également le staff, étant donné que bien souvent, le scénario tient sur un post-it, et que l'animation est au plus basique possible. L'épisode où les persos font du sport, l'épisode à la plage, toi-même tu sais. Parfois on a également les épisodes récap qui, comme leur nom l'indique, récapitulent les précédents épisodes et où les studios, je pense, participent carrément au mouvement écologique étant donné qu'ils font du bon gros recyclage sa mère d'animation. Ces épisodes permettent donc de faire du remplissage sans stopper le rythme de diffusion de l'animé tout en faisant épargner du temps, de l'argent
et de l'énergie aux membres du staff. Parfois, on utilise les fillers pour promouvoir des jeux, des films et autres éléments du média mix instauré autour de la dite licence, n'est-ce pas, My Hero Academia? Et enfin, parfois les fillers sont utilisés pour faire des focus en plus sur des petits personnages, développer un petit peu leur background, etc. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de pourquoi les fillers. Pourquoi les animés ne suivent pas le manga? Je ne vous apprends rien en disant que les deux médias ont leur code, qu'ils sont très différents et que copier-coller le manga en animé, c'est rarement possible, voire pas du tout en fait. Adapter une histoire et tout ce qui entoure celle-ci d'un média à un autre, que ce soit manga, light novel ou autre, eh bien c'est super compliqué, c'est pas donné à tout le monde, et il faut en général faire un énorme travail pour que ça colle parfaitement avec le média dans lequel on l'adapte. Il arrive donc au staff de devoir prendre des décisions par rapport à cette adaptation, et parfois ce sont des très bonnes décisions qui rendent l'adaptation tout aussi bonne, voire même encore meilleure, et parfois ce sont des très mauvaises décisions qui donnent un moins bon rendu et qui déçoivent les fans. Il arrive souvent qu'on veuille adapter une certaine partie du manga en animé, mais on se rend compte que certaines parties du coup sont trop longues, donc on condense, et c'est parfois un peu rushé, les fans commencent donc à gueuler. C'est ce qui arrivait par exemple dans The God of High School, c'était des décisions purement du staff à la tête de l'animé, soutenu par Park, le créateur du manhwa, et visiblement ça n'a pas plu à tous les fans qui se sont plaints que l'animé était super rushé, qu'il manquait des informations, et donc que l'adaptation était relativement décevante. Il arrive également qu'un animé rattrape le manga niveau histoire, contenu, et du coup il ne peut plus adapter le manga puisqu'il l'a dépassé et doit se détacher de celui-ci et imaginer sa propre fin. Ce fut le cas à titre d'exemple de Fullmetal Alchemist ou encore de Deadman Wonderland. Il arrive aussi que certains animés se basent sur le manga mais décident de s'en détacher totalement pour proposer un nouveau contenu, une réinterprétation parfois plus moderne du manga d'origine. Un cas d'école, c'est Devilman Crybaby se basant sur le cultissime manga de Go Nagai sorti en 1972 et totalement réinterprété de façon bien différente par Masaaki Yuasa en 2018. Allez voir Devilman Crybaby si vous l'avez pas vu, c'est... Pourquoi les animés sortent par saison? C'est assez drôle en fait qu'on utilise le terme de saison puisque c'est pas totalement faux mais c'est pas totalement vrai non plus. En fait les animés sont souvent diffusés en cours ou kuru. Un cours c'est un bloc de production et diffusion d'épisodes souvent entre 10 et 14 et c'est carrément pareil pour les séries et les cartoons. Prends une dizaine de séries sur Netflix, tu verras que les saisons sont souvent composées du même nombre d'épisodes. C'est très général ce que je vais dire mais de plus ou moins 10 à 15 épisodes. Au Japon c'est divisé en 4 kuru et du coup ces épisodes ils sont diffusés pendant ces 4 périodes qui commencent respectivement début janvier, début avril, début juillet et début octobre, ce qui au final correspond carrément aux 4 saisons. Donc les animés sont diffusés par kuru et puisque en réalité ils sortent une fois par semaine, au final on se retrouve avec 3 mois de diffusion, donc l'équivalent d'une saison et donc 12 épisodes, étant donné qu'en général les animés font un kuru. On diffuse sur un seul kuru en général, donc en 12 épisodes, parce que parfois le manga est pas suffisamment avancé que pour aller taper les 24 épisodes directs, ou alors c'est pour vérifier que la saison 1 rencontre bien le succès espéré avant d'investir pour produire une nouvelle fois ce nombre d'épisodes. Parce que la Japanimation, c'est pas l'industrie la plus riche, voilà, et même si par exemple pour Jujutsu Kaisen ou Dr Stone, on peut se permettre de planifier la production et diffusion sur 2 kuru parce qu'on sait que le public sera au rendez-vous vu le succès du matériau d'origine, c'est pas le cas de toutes les adaptations d'animé. Pourquoi animer avant de doubler? Il faut savoir que pour les cartoons, on enregistre les voix avant d'animer. C'est la technique la plus logique et celle qui sur le papier offre le meilleur résultat, mais c'est aussi la plus galère. Avec cette technique, il faut d'abord finaliser les scripts, puis enregistrer l'audio, puis faire du montage. Une fois que c'est fait, un superviseur d'animation passe par là et dit ok, avec tel son de bouche, on a telle image, etc. On match les deux. Et du coup, t'as pas du tout intérêt à te foirer et à devoir retoucher le script, ni même à prendre du retard, parce qu'il n'y a plus moyen de pallier à ce problème, si ce n'est de refaire alors l'enregistrement, et du coup ça met un retard et ça fait dépenser un budget colossal supplémentaire pour la production. Forcément, si tu engages des doubleurs, etc., et que tu leur dis tout est ok, puis 2 mois plus tard tu les rappelles en disant bon finalement tu dois retourner toutes les scènes parce qu'on s'est foiré dans le script, ça pose problème là. Les Japonais, pour pallier à ce problème, ce sont des petits malins. Ils ont décidé d'inverser en fait les flux de travail et ils commencent du coup par l'animation avant de passer au doublage, étant donné que le processus d'animation est clairement le plus chronophage. Faut savoir c'est que dans l'animation japonaise, les scripts ils sont relativement élastiques, pour ne pas dire que c'est un énorme bordel et que les scripts sont retouchés littéralement pendant tout le processus de création d'animé. Et si du coup la production commence à prendre un petit peu plus de retard, ils peuvent modifier ce script pour ajouter des flashbacks, ajouter des plans fixes avec un petit effet de mouvement, réutiliser certaines scènes d'animation, etc. pour tout simplement sortir l'animé plus ou moins dans les temps. Et du coup c'est une fois que le script, le storyboard, limite l'animation en tant que telle est totalement terminée ou presque, qu'ils décident d'appeler les seiyuu qui rentrent dans la salle et qui jouent leur texte tout simplement. C'est fou d'ailleurs qu'ils arrivent à synchro si bien sur l'animation, ça doit être mais tellement galère. Bref, un énorme respect aux seiyuu, on applaudit. Du coup, récapitulons. Cette technique, elle est déjà plus
plus flexible étant donné qu'elle permet de réarranger le script jusqu'à la fin au cas où l'anime viendrait à prendre du retard. Elle permet de ne pas dépenser inutilement des coûts supplémentaires en réengageant les seiyuu pour refaire leur texte si éventuellement il y avait une modification dans le script et donc dans les dialogues. Et dans le monde de l'animation japonaise, la plupart des studios ce sont des petites ou moyennes entreprises en réalité qui n'ont pas des budgets faramineux et qui en plus travaillent surtout sur des deadlines monstrueuses, bah c'est une technique qui fait carrément la différence. Combien coûte un animé? Alors c'est assez compliqué de donner vraiment un chiffre exact sur chacune des séries, c'est des montants auxquels on n'a pas véritablement accès, mais on peut se dire que globalement, le budget pour un animé à la base est relativement le même, plus ou moins 2 millions d'euros pour une douzaine d'épisodes, étant donné qu'on part du principe qu'un épisode coûte entre 100 et 200 000 euros. Parfois, ça peut aller jusqu'à 300 000, mais c'est relativement rare, c'est pour vraiment les séries très ambitieuses. On pourrait croire que c'est beaucoup, et c'est bien le cas, mais c'est bien moins cher de faire un animé japonais qu'un animé de type cartoon. À titre de comparaison, un épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air, ça coûte plus ou moins 1 million d'euros, rien que ça. Et les Simpsons, ça va jusqu'à 2 millions, bordel! Un épisode des Simpsons coûte littéralement plus cher à produire que tout ce que tu vas gagner dans ta misérable petite vie. Pourquoi les hentai sont censurés? Alors oui, la transition est assez brutale. Bon, on va éviter de mettre des images pour illustrer. Putain, mais qu'est-ce que je viens de dire? Alors il faut savoir que techniquement, tout ce qui tourne autour du X au Japon, c'est interdit. Source, article 175 du code pénal, mon frérot. Cet article stipule qu'il est interdit de commercialiser, de vendre des matériaux indécents, et évidemment, le hentai en fait partie. Sans déconner. Mais bon, apparemment, quand tu censures les endroits stratégiques, ça passe. Évidemment, comme partout, la censure est clairement un moyen de contourner ça, et il faut savoir, c'est que, selon les Japonais, eh bien, ce n'est pas véritablement dérangeant que ce soit censuré. Il y en a qui s'en foutent, il y en a même qui apprécient ça. C'est assez étonnant que ce soit censuré ou pas. Ça se vend, donc autant faire ça dans la légalité. Combien de temps faut-il pour faire un animé? Je suis désolé de vous décevoir, mais ici non plus, il n'y a pas de règle véritablement absolue. Les calendriers de production d'animés sont super variables et dépendent de différents facteurs. Ça dépend du titre qu'ils adaptent, de l'ambition qu'ils ont derrière. Par exemple, le film d'animation Redline d'1h40 a pris 7 ans de production, alors que des séries complètes se font carrément en 1 an. Ça dépend de l'équipe, des techniques utilisées, de la main-d'œuvre qui joue aussi un rôle, bref. Toutefois, en général, et je dis bien en général, tout ce qui est pré-production, donc écriture, recherche de nouveaux talents pour l'animation, etc., ça se fait 1 an et un petit peu plus avant la diffusion du premier épisode. Pour un animé moyen, et encore là c'est compliqué, mais qui passera à la télé, on estime qu'il faut 2 mois à chaque équipe pour s'attarder sur un épisode. Donc 2 mois pour un épisode d'animé, mais en général, une fois qu'ils sont lancés, que le planning s'installe, qu'il y a des retards qui commencent à arriver, on se rend compte que petit à petit, ça passe à 7 semaines de production, puis 6 semaines, puis 5 semaines pour certains épisodes, et à la fin on se retrouve carrément avec des rushs de production, et du coup c'est relativement variable, mais dans le meilleur des mondes, c'est 2 mois par épisode, mais dans les faits, je dirais que c'est plus entre 1 mois et 1 mois et demi, surtout vers la fin de la série. Quel est l'animé le plus long de tous les temps? L'animé le plus long de tous les temps n'est autre que Sazae-san, dont la diffusion a débuté en 1969, et qui continue d'être diffusé à la télé japonaise encore aujourd'hui. C'est clairement un animé pour la famille, pour les enfants, qui est véritablement culte au Japon. Sa diffusion n'a d'ailleurs été arrêtée qu'une seule fois depuis 1969, et c'était très récemment à cause du Covid. Ah, le connard de Covid! C'est assez dur d'avoir des chiffres exacts, mais on sait qu'il y a plus de 7500 histoires qui font plus ou moins un tiers d'épisodes. Si on ramène ça en épisodes de longueur normale, ça fait l'équivalent de plus de 2500 épisodes. One Piece n'est pas encore à 1000 actuellement, je tiens à le rappeler. En guise de comparaison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. Mes sources sont principalement, à titre informatif, la rubrique Answer Man du site Anime News Network, ainsi que le livre Un siècle d'animation japonaise. Plus d'infos en description. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser vos potes fans d'animé. Je vous laisse également avec 2 autres vidéos qui apparaissent à l'écran si vous voulez approfondir la matière et en apprendre davantage sur le monde merveilleux de la japanimation. Et sinon, je vous dis à bientôt sur Twitch pour un prochain live et sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao!